Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons discuter de prématurité et de retard de croissance intra-utérin. Nous allons voir les notions importantes à connaître pour préparer le concours de l'EDN depuis la réforme du second cycle. Il s'agit de l'item numéro 30. Pour commencer, voyons la définition de la prématurité. Il s'agit d'une naissance d'un enfant entre la 22e semaine d'aménorrhée et la 37e semaine d'aménorrhée, alors qu'il a un poids supérieur ou égal à 500 grammes. On distingue trois types de prématurité: la très grande prématurité ou extrême prématurité pour les nouveau-nés qui naissent avant 28 semaines d'aménorrhée, la grande prématurité pour ceux qui naissent entre 28 et 32 semaines d'aménorrhée, et la moyenne prématurité, dans plus de 80% des cas, pour les nouveau-nés qui naissent entre 32 et 37 semaines d'aménorrhée. Il faut bien distinguer la prématurité spontanée, dans 50% des cas, à la prématurité induite. La première prématurité spontanée concerne les nouveau-nés qui naissent de manière prématurée sans intervention médicale alors qu'ils échappent aux médicaments tocolytiques. Dans cette situation, le travail peut se faire avec des membranes qui sont intactes, mais aussi en cas de rupture prématurée des membranes. Il faut bien comprendre qu'une rupture prématurée des membranes ne signifie pas forcément une prématurité. En effet, une rupture prématurée des membranes peut aller jusqu'à un terme normal. C'est une notion importante à comprendre. En revanche, la prématurité induite concerne tous les travaux déclenchés de manière médicale, par exemple par les obstétriciens, ou un nouveau-né né par césarienne. Cela concerne des situations de prééclampsie, de retard de croissance intra-utérin ou d'hématome rétroplacentaire, par exemple. Est-ce que l'on connaît des facteurs de risque de prématurité? Eh bien oui, on en a identifié beaucoup, notamment des facteurs de risque sociaux comme un bas niveau économique, un célibat, un mauvais suivi médical de la part de la mère. Facteurs de risque environnementaux comme une station debout prolongée, notamment les emplois. Des facteurs de risque psychiatriques, le syndrome anxio-dépressif, la prise de toxiques, notamment de tabac, d'alcool ou de drogue. Des pathologies liées à l'utérus, notamment des infections amniocoriales, des malformations utérines, une incompétence cervico-isthmique, une conisation, des anomalies du placenta, notamment s'il est bas inséré, ou la présence de métrorragie. D'autres facteurs de risque sont liés plutôt à la grossesse, notamment la grossesse multiple, la présence d'un hydramnios ou d'un placenta prévia, la présence de pathologies vasculaires gravidiques, les antécédents d'accouchement prématuré ou de fausse couche tardive, ainsi qu'un intervalle court entre deux grossesses ou des grossesses faisant suite à une fécondation in vitro sont très souvent associées à une prématurité. Cette prématurité est associée à des complications qui peuvent être graves et il faut bien comprendre qu'au plus la prématurité est grande, au plus ces complications sont fréquentes. Il peut y avoir des problèmes de régulation thermique avec des enfants qui naissent hypothermes à la naissance, des problèmes d'immunité expliquant que ces enfants prématurés s'infectent plus souvent à des infections materno-fétales ou des infections nosocomiales. Il peut y avoir des complications cérébrales liées à des hémorragies intraventriculaires ou à une leucomalacie périventriculaire, des complications pulmonaires, notamment la maladie des membranes hyalines ou une dysplasie bronchopulmonaire, des problèmes cardiaques liés à la persistance du canal artériel, des maladies digestives, notamment il faut penser à l'entérocolite ulcéro-nécrosante ou des difficultés alimentaires, des problèmes hépatiques liés à un ictère néonatal et à des hypoglycémies récidivantes, et des problèmes ophtalmologiques liés à une rétinopathie du prématuré. Alors, il faut bien se rappeler comment prévenir la survenue de ces complications. Pour un prématuré avant 32 semaines, il faudra injecter du sulfate de magnésium chez la mère.
Et avant 34 semaines, il faudra penser à la corticothérapie de maturation pulmonaire fétale en injectant en intramusculaire à la maman 2 fois de la bêta-méthasone 12 mg à 24 heures d'intervalle. Puis il faut également penser à transférer le nouveau-né dans une maternité adaptée. Pour rappel, il existe 3 niveaux différents. Le niveau 1 permet d'avoir un service d'obstétrique permettant de faire accoucher des femmes enceintes qui ont une grossesse normale à terme. Le niveau 2 sont des hôpitaux qui possèdent, en plus du service d'obstétrique, un service de néonatologie, comprenant dans ce genre de maternité soit de niveau 2A, elles peuvent prendre en charge des enfants à partir de la 33e semaine d'aménorrhée avec un poids supérieur à 1500 grammes. Et le 2B concerne des hôpitaux qui possèdent un service de soins intensifs néonat. Enfin, il faut se rappeler que le niveau 3 de la maternité comprend une réanimation néonatale, mais également généralement une réanimation adulte. À côté de la prématurité, on va discuter du petit poids pour l'âge gestationnel. C'est une autre notion importante. Ce petit poids pour l'âge gestationnel concerne un poids du nouveau-né qui est estimé à l'échographie ou alors un poids réel à la naissance qui est inférieur au 10e percentile de manière isolée. C'est simplement des statistiques. Il n'y a pas forcément de pathologie liée à ce petit poids gestationnel. Et on parle de PAG sévère s'il est inférieur au 3e percentile. Ensuite, on va parler de retard de croissance intra-utérin, de RCIU. Cela se définit comme l'association de 2 éléments. Le premier, c'est la présence d'un petit poids pour l'âge gestationnel, donc inférieur au 10e percentile, plus un défaut de croissance pathologique que l'on identifie grâce à l'arrêt ou à l'infléchissement de la courbe de croissance. C'est pour ça que ces courbes de croissance sont extrêmement importantes à suivre. Une fois que l'on a identifié un retard de croissance intra-utérin, il faut chercher une étiologie. Dans 10 à 20% des cas, l'étiologie vient du fœtus. On l'identifie de manière précoce, généralement au 2e trimestre, et c'est globalement sévère. Ça peut être lié à des anomalies chromosomiques, à des syndromes polymalformatifs ou à des infections fœtales, notamment au CMV. Il faut également penser aux causes vasculaires, dans 1/3 à la moitié des cas, que l'on peut diagnostiquer grâce à l'échographie et au Doppler utérin. Et on va rechercher notamment un oligoamnios ou des problèmes vasculaires au niveau du cordon. Il faut rechercher une hypertension artérielle avec prééclampsie, des néphropathies, du lupus, un SAPL, un diabète avec des complications vasculaires, etc. D'autres causes sont possibles, notamment des âges maternels extrêmes, chez une maman dénutrie avec un faible niveau socio-économique, qui consomme des toxiques ou qui a des malformations utérines avec des anomalies possiblement du placenta. Mais dans plus d'un tiers des cas, les causes ne sont pas retrouvées. Pour tous ces nouveau-nés prématurés, avec des petits poids ou avec un retard de croissance intra-utérin, il faut être très vigilant à la naissance car ceux-ci peuvent présenter une détresse respiratoire. Cliniquement, cela peut s'identifier via la polypnée qui se définit chez ces nouveau-nés comme une fréquence respiratoire supérieure à 60 par minute avec des signes de lutte respiratoire comme un balancement thoraco-abdominal, etc. avec une cyanose et une saturation en oxygène qui est basse. Il faut être très vigilant aux signes de gravité grâce notamment au score de Silverman. Il faut identifier les pauses respiratoires et être vigilant à la défaillance hémodynamique. Il faut sans tarder rechercher les étiologies de cette détresse respiratoire et évoquer la maladie des membranes hyalines qui survient généralement immédiatement après la naissance, donc sans laps de temps. À la radiographie thoracique, on verra un syndrome alvéolaire bilatéral avec un bronchogramme.
Une deuxième cause est le retard de résorption du liquide pulmonaire. Troisième cause, l'inhalation de liquide méconial. Il faut évoquer également un pneumothorax ou alors une infection néonatale bactérienne précoce. Le diagnostic différentiel concerne la cardiopathie cyanogène, où on retrouvera généralement des nouveau-nés qui ne présentent pas de signes de lutte et une désaturation qui ne répond pas à l'oxygénothérapie. Enfin, ces nouveau-nés globalement fragiles peuvent présenter une infection néonatale bactérienne précoce. Il faut savoir que la transmission se fait le plus souvent de manière anténatale par colonisation des voies génitales. On retrouve généralement deux bactéries, soit du streptocoque du groupe B, soit Escherichia coli. Certaines caractéristiques ont été mises en évidence concernant les nouveau-nés à risque d'infection néonatale bactérienne précoce, notamment s'il y a une colonisation maternelle à streptocoque du groupe B qui a été identifiée, ou un antécédent d'infection néonatale à streptocoque B, une fièvre maternelle en perpartum ou dans les heures qui suivent l'accouchement, une rupture des membranes qui date de plus de 12 heures, ou une prématurité spontanée et inexpliquée, ou alors une antibioprophylaxie, une antibiothérapie perpartum qui était inadéquate. Concernant l'antibioprophylaxie, pour les situations 1 à 3 ci-dessus, elle est toujours recommandée, alors que pour les situations 4 à 5, il faut uniquement prescrire l'antibiotique en cas de prélèvement vaginal positif ou s'il n'est pas connu. Les infections néonatales bactériennes précoces ne sont pas faciles à identifier à la clinique puisque les signes sont non spécifiques. Par contre, il est indispensable de l'évoquer s'il y a des signes cliniques dans les 48 heures du postpartum. On retrouve soit une fièvre, soit une hypothermie, avec des signes respiratoires, des signes hémodynamiques, des signes neurologiques allant de la simple somnolence à l'irritabilité jusqu'à la convulsion, et des signes digestifs qui peuvent simplement se traduire par un refus de boire ou un refus alimentaire. La prise en charge de ces infections néonatales, si le nouveau-né est à risque mais n'est pas symptomatique, il doit être surveillé de manière renforcée. En revanche, s'il est symptomatique, c'est une urgence vitale, donc il faut réaliser des prélèvements infectieux immédiatement, puis une antibiothérapie le plus rapidement possible. En conclusion, il faut savoir que la prématurité est une situation qui est fréquente puisque cela peut concerner jusqu'à 10% des naissances selon les études. Il faut bien différencier le caractère spontané de cette prématurité ou le caractère induit. Il faut bien connaître l'intensité de la prématurité. Est-ce qu'elle est extrême, grande ou moyenne? Il faut bien comprendre que en fonction du terme, la morbidité et la mortalité peut être relativement importante, que la prévention des complications passe par l'administration chez la mère de sulfate de magnésium avant 32 semaines ou d'une corticothérapie avant 34 semaines, et que la prise en charge du nouveau-né doit se faire dans une maternité adaptée à l'âge gestationnel et au risque de la grossesse. Le petit poids pour l'âge gestationnel se définit seulement de manière statistique selon des ABAC, et même s'il est inférieur à ce que l'on rencontre le plus souvent, cela peut être normal. En revanche, un retard de croissance intra-utérin, ça se définit comme un petit poids pour l'âge gestationnel plus une cause pathologique. Voilà, bon courage à vous pour vos révisions.